Problème de... Excusez-moi. Donc voilà, enfin vous allez vous débrouiller, je pense. Attendez, je vais le brancher. Voilà, donc excusez-moi, donc on reprend. Oui, donc effectivement, je vous le disais, il y a eu quelques avantages de pouvoir littéralement, en sens pas comme au figuré, de pouvoir enterrer le passé, enterrer l'âge, voilà, enterrer l'âge de guerre. En même temps, c'est vrai que ce sont quand même de grandes pertes. Je faisais référence à Jean Kuyper, qui était quand même aussi une figure très très intéressante sur le plan astrologique, consultation technique astrologique, et bien d'autres également. Nous avons aussi quelqu'un qui était quand même très actif dans la collecte des données de naissance, qui a disparu aussi. Donc c'est vrai que ça a été une situation très très pénible en même temps. Il faut quand même savoir. Jeannie Bessières, bien sûr. Jeannie Bessières, j'y faisais référence. L'astrologie belge a quand même une histoire au cours du XXe siècle qui est très très intéressante. Bon, il suffit de citer Georges Antares, qui est connu comme un loup blanc, je dirais, sans parler de Louis Aurix, Henriette Michaud, Brailly, évidemment. J'ai bien connu Louis Aurix. Voilà, il y a vraiment une tradition astrologique belge qui est phénoménale, je dirais. Et bon... Belge francophone, même. Belge francophone, absolument. Quoique je faisais référence à Luc de Marais, oui. Qui était un collecteur de données de naissance hors pair, oui, et qui lui aussi a disparu. Il était aussi dans le comité d'honneur de la Fédération astrologique belge, et c'est vrai que là aussi c'est une immense perte. Non, non, mais c'est vrai, alors effectivement c'est un bon sujet, c'est vrai que c'est bien, comme on dit, n'est-ce pas, l'expérience, c'est bien d'être nouveau, mais il n'y a pas forcément l'expérience qui va avec. Mais enfin, bon... alors, cette fédération, cette FAB, effectivement, qui a maintenant quand même 20 ans, est-ce que... quelle a été son activité, quels ont été ses objectifs? Est-ce qu'il y avait des enjeux au niveau de l'enseignement, au niveau de la déontologie, au niveau de la recherche? Alors certainement, sans l'ombre d'un doute, un des points d'orgue de la fédération, c'est la déontologie. Nous avons un code de déontologie dont d'ailleurs s'est inspiré un petit peu la FDAF en France. À l'époque, nous avions eu beaucoup de contacts avec Hugues de Chivray, justement pour les questions de déontologie. C'est Alain, pardon, excusez-moi. Oui, c'est Alain de Chivray qui est à la tête, tout à fait, excusez-moi. Donc c'est vrai que le code de déontologie est vraiment un jalon très important au niveau de la Fédération astrologique belge, que ce soit pour n'importe quel adhérent, puisque nous acceptons aussi tout simplement les sympathisants, mais nous avons aussi élaboré un code de déontologie pour les professionnels, et donc là nous sommes très stricts quand il arrive excessivement rarement, je vous le dis tout de suite, mais qu'un problème soit signalé au niveau d'un professionnel, la FAB peut intervenir et peut faire, entre guillemets, une enquête pour voir effectivement ce qu'il se passe. Donc la déontologie est certainement tout à fait fondamentale chez nous. Le côté fédératif, évidemment, le mot le dit lui-même, donc c'est l'idée de, dès le départ, de surmonter les querelles de chapelle, d'accepter tous les courants, à quelques nuances près, je dirais, tous les courants, je dirais, positifs, qui ont un élan positif, que ce soit par rapport à l'astrologie ou l'humain, évidemment. Donc cette ambition-là est dès le départ présente dans l'esprit des fondateurs de la Fédération astrologique belge. Donc essentiellement, et bon, évidemment, défendre les intérêts d'une véritable astrologie pour sortir du carcan du charlatanisme, des 10 heures de bonne aventure, et j'en passe et les meilleurs, évidemment. Et alors, est-ce que vous avez eu des relations avec l'administration, avec le monde extérieur, je dois dire le monde scientifique, le monde ou alors même au niveau fiscal, au niveau, enfin du style, un peu les préoccupations de l'AFDAF, enfin bon, pas excessivement au sens faire évoluer le statut de l'astrologue à l'administration, par rapport à je sais pas quoi. Disons, nous n'avons pas eu exactement la même démarche, mais par exemple, nous nous sommes battus pour que l'on fasse une différence entre astrologie, voyance,
et tout le carcan, je dirais, Comment vous avez entre fait pour guillemets, vous de battre? l'occulte. À quel niveau vous êtes battu? Par exemple, très petitement, au niveau des bottins téléphoniques. Oui, vous avez obtenu quelque chose? Et malheureusement, on n'a jamais rien En France, on a toujours le même problème. Mais le problème, c'est que les personnes qui s'occupent de ce genre de publication, par exemple, ne sont pas des experts. Et donc, quand ils vont chez une voyante qui leur dit « je suis astrologue », voilà. J'ai vu qu'une voyante se dise astrologue pour qu'à ce moment-là, voilà. on mette tout le monde dans le même panier. Et étant donné que la profession n'est pas protégée, le titre n'est pas protégé, donc nous tournons en rond. Alors, ce qui se passe au niveau fédération, pour essayer de contrer un tant soit peu ce phénomène, c'est que, bon, la fédération ne dispense pas de cours de formation d'astrologie pour ne pas rentrer en concurrence avec ses membres professionnels, mais nous organisons des examens qui permettent de valider les connaissances acquises, et à ce moment-là, la personne reçoit un diplôme, si elle réussit évidemment ses examens, elle reçoit un diplôme de la Fédération astrologique belge, et dont elle peut justifier, je dirais, son activité. Petitement, c'est déjà quelque chose. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, il y a des sessions comme ça de validation. Dès que nous avons suffisamment d'inscrits, nous organisons une session, tout à fait, et mais évidemment ce n'est pas un diplôme qui est reconnu légalement. Finalement, ce diplôme il est accordé en contrepartie de quel genre de connaissances, de quel niveau de connaissances? Il y a trois niveaux de diplôme, donc je dirais le niveau basique, de connaissance simplement de la symbolique du clavier planétaire et de la symbolique générale zodiacale, et on arrive jusqu'au troisième niveau qui est le niveau professionnel, donc où nous avons effectivement une simulation de consultation, nous avons ce genre de possibilités-là. Donc il y a vraiment un diplôme, le troisième niveau c'est vraiment le diplôme d'entrée dans la profession. Oui, même si encore une fois il n'y a pas de reconnaissance légale du titre d'astrologue. Vous savez, déjà au niveau de la psychologie, je ne sais pas quelle est la situation en France, mais au niveau de la psychologie, les psychologues se sont battus pendant des années, je le sais puisque j'ai une licence en psychologie, se sont battus pendant des années pour que le titre soit reconnu et pour que pas n'importe quel psychothérapeute puisse se dire psychologue. Donc maintenant le titre est protégé, mais chez des universitaires comme des psychologues, ça a pris des années, c'était une bataille qui a duré vraiment des années. Un peu sur la déontologie, parce que vous avez évoqué ces problèmes-là, mais vous n'avez pas dit quel était le contenu. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans la déontologie? Qu'est-ce que vous condamnez ou qu'est-ce que vous... disons, nous ne sommes pas là pour condamner ce que nous réprouvons, plutôt. Oui. Ce que nous réprouvons, ce sont, je dirais, entre guillemets, les lavages de cerveau, le fait que l'astrologue puisse, par exemple, imposer un destin prédéterminé sans autre possibilité de libre action et de libre arbitre chez la personne. L'astrologue ne doit pas non plus imposer ses propres convictions religieuses. Là c'est un terrain, je dirais, assez miné, et il doit évidemment veiller à ne pas s'infiltrer, entre guillemets, dans l'esprit des personnes qui viennent en consultation. Là où nous accordons aussi un petit peu d'attention, c'est sur le fait de ne pas faire peser le prétendu poids de vie passée sur le présent pour justifier des malheurs qui surviendraient. Vous l'aurez compris, je fais évidemment référence à la mauvaise astrologie karmique. Donc ce genre de pratique où l'individu finalement se sent pris dans un carcan et devient finalement dépendant de l'astrologue, l'astrologue étant là plutôt pour orienter, pour conseiller et pour ouvrir la perspective plutôt que de la fermer et de rendre le consultant dépendant. Pour prendre une image d'ordre psychanalytique que l'on connaît certainement bien en France puisqu'elle vient de Lacan, l'astrologue est quand même le sujet supposé savoir. Oui. Donc il est investi de toute une série de données qui sont largement fantasmatiques d'ailleurs, mais dont il peut facilement user et abuser, et ce sont ce genre d'abus-là auxquels nous accordons beaucoup d'attention. Justement, dans ce problème du contre-transfert, je veux dire, mais alors effectivement, malgré tout, enfin je vais toucher à un sujet un petit peu délicat, c'est est-ce que l'astrologue est celui qui, pour employer une expression un peu tautologique, se sert de l'astrologie?
Non, c'est-à-dire, est-ce que pour vous, l'astrologue, c'est celui qui utilise une certaine forme d'astrologie, qui est l'astrologie traditionnelle, avec des bases bien précises, ou est-ce que ça reste un peu ouvert? Ça reste ouvert, nous sommes ouverts à tous les courants, donc à ce niveau-là, nous n'avons aucun souci, nous n'imposons pas un point de vue, une perspective, les perspectives sont totalement ouvertes. Nous avons seulement, effectivement, une certaine réticence vis-à-vis d'une certaine forme d'astrologie karmique. Oui. C'est pas comme à l'AFDAF où on a une réticence par rapport à l'astrologie prévisionnelle, apparemment, chez eux, ça donne une obsession. Je suis au courant par texte interposé, effectivement, des échanges qu'il y a eu entre M. Barbeau et M. Deschivré. Bon, nous n'avons effectivement pas ce point de vue-là, nous ne partageons pas point par point, je dirais, même si nous sommes très proches avec l'AFDAF, l'entente est très très bonne, mais effectivement nous ne combattons pas, le mot est sans doute un peu fort, mais l'astrologie prévisionnelle. Au contraire, justement au niveau belge, nous avons toujours eu, en tout cas au XXe siècle, des astrologues de grande valeur, Oryx et Michaud, notamment dans leur traité d'astrologie mondiale. Oui. Au niveau prévisionnel, on fait assez fort, je dois dire, quand même. Oui, oui, c'est vrai qu'il a un peu parfois un précurseur de Barbeau, même au niveau de ses cartes graphiques, effectivement. Il est venu dans nos congrès, j'ai d'ailleurs des enregistrements avec lui que je vais bientôt mettre sur notre télévision. Ah oui. Au congrès de... j'ai des enregistrements qui datent maintenant depuis plus de 30 ans, on a des choses de lui qu'on pourra vous communiquer en temps utile. Mais effectivement, donc votre bête noire, c'est un petit peu les abus qui sont liés à l'astrologie karmique. Qu'est-ce qui vous paraît si dommageable d'une certaine astrologie karmique? D'une certaine astrologie karmique, c'est-à-dire ce qui est dommageable au-delà de l'astrologie karmique, parce que effectivement, ensuite c'est une question, je dirais, de conviction personnelle. Primo, il ne s'agit pas de, si vous parlez d'astrologie karmique à une personne qui est par exemple un chrétien convaincu, ce qui est tout à fait son droit, vous risquez aussi de le choquer. Donc il s'agit de ne pas imposer certains points de vue qui pourraient heurter la sensibilité de la personne. Et ensuite, et surtout, je dirais, c'est le fait de ne pas imposer une prédestination, une prédétermination complètement fermée et obtuse, qui ne laisserait plus aucune place au libre arbitre. Une image que je prends souvent, c'est de dire nous naissons avec 2 bras et 2 jambes. Ça, c'est un déterminisme. Mais ce que nous allons faire de nos 2 bras, ça, c'est notre libre arbitre. Oui. Est-ce que vous considérez que l'astrologie doit évoluer ou doit se réformer pour être mieux dans notre époque? Est-ce que vous pensez que l'astrologie est très bien comme elle est en quelque sorte, et qu'il s'agit simplement de réguler un certain nombre de choses qui ne vont peut-être pas tout à fait, ou est-ce que véritablement il y a un travail intérieur à faire? Enfin, qu'est-ce que l'astrologie doit faire pour être mieux dans son temps et pour être mieux accepté, à votre avis? Je dirais plutôt, qu'est-ce que les astrologues doivent faire? Ah ben justement, c'est la question. Est-ce que ça relève uniquement des astrologues qui ont un savoir qui est tout à fait ce qu'il faut, ou bien est-ce que c'est leur savoir eux-mêmes qu'il faut réformer? Je pense que l'astrologie survit abondamment aux astrologues. Oui. Voilà. Donc l'astrologie existe pratiquement depuis la nuit des temps, oui. En tout cas depuis que l'homme culturel existe. Oui, oui. Elle continuera à exister au-delà de nos existences individuelles. Notre responsabilité, je dirais en tant qu'astrologue, c'est de porter le flambeau et d'essayer de le porter le plus dignement que possible. Voilà. Maintenant, se réformer... comme on dit, qui ne connaît pas son passé est condamné à le répéter. Donc réformer, oui, mais ça ne veut pas dire de recommencer constamment, tel le mythe de Sisyphe, de recommencer constamment le même travail. Il faut se servir des acquis du passé, indéniablement, pour pouvoir avancer un temps soit peu dans ce monde qui est quand même largement obscur, que ce soit le monde concret ou le monde psychique, le monde dans lequel nous vivons. Donc réformer l'astrologie, je ne suis pas un révolutionnaire. Un gardien du savoir astrologique. Je pense qu'il faut le garder et le faire évoluer. Je ne suis pas non plus un passéiste qui cherche à s'enfermer dans les acquis du passé. Alors le faire évoluer, ça signifierait quoi? Par exemple,
Ça veut dire quoi ça? Qu'il s'ajouterait des choses, c'est ça? Par exemple, des nouvelles approches, des nouvelles techniques, pourquoi oui. pas, si elles sont intéressantes, certainement. Et également aller piocher dans le passé pour faire renaître des techniques qui ont sans doute été oubliées, délaissées. C'est ce que pense M. Lenoble. Tout à fait, là j'abonde dans son sens, mais je pense que tout n'a certainement pas été découvert, comme à l'époque ancienne on ne connaissait pas les transsaturniennes. Bon, les astrologues traditionnalistes purs et durs vont vous dire qu'il ne faut pas utiliser les transsaturniennes, mais pourquoi ne pas se servir de ces nouveaux outils qui ont correspondu à un changement au niveau de l'évolution humaine phénoménal. Donc forcément il y a quelque chose qui est astrologique à ce niveau-là, et donc bon, ça fait partie des rénovations de l'astrologie à ce niveau-là, certainement. Donc quand c'est nécessaire, il faut renouveler. Mais par exemple, bon, je prends un exemple un peu évident. Prenons par exemple Jeannie Bessière. Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde avec elle, ou est-ce que vous avez des différences? Parce que c'est intéressant de voir quand même apparaître des nuances, par exemple. J'ai l'impression un peu d'évoquer sa mémoire. Mais certainement. Mais écoutez, fondamentalement, on était largement en accord. Maintenant, il y a toujours des petites divergences, oui. Forcément, nous sommes tous différents. Oui. Mais fondamentalement, j'avais une grande admiration pour son approche de l'astrologie. Malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup écrit, si ce n'est pas mal d'articles quand même, mais je faisais plutôt référence aux ouvrages, et donc il en reste très peu, mais ses connaissances étaient franchement phénoménales en la matière. Elle avait eu la chance de effectivement avoir été très proche de Georges Antares, de Louis Aurix. Et oui, elle fait partie de son groupe. Comment s'appelait-il déjà ce groupe? La Vigie. Oui, voilà. Elle en parlait à une époque, je me souviens. Absolument. Et d'ailleurs, elle avait gardé toute une série d'archives de Georges Antares, de documents. Elles sont à la FAB ou elles sont chez vous? Elles sont chez moi, oui. Puisque j'en ai effectivement hérité. Et que je conserve précieusement. Oui, c'est ça, oui. Bon, pas mal des ouvrages qui sont ici. Maintenant, évidemment, j'ai rassemblé ma propre collection et la sienne, dont une partie, évidemment, venait aussi de Georges Antares, notamment. Ah, oui. Donc, j'ai plusieurs ouvrages qui sont signés de Georges Antares ou qui étaient destinés à Georges Antares. Avec ses propres annotations. Donc il y a une sorte de filiation entre la Vigie et la FAB, quelque part. C'est vrai que j'en garde quand même une certaine fierté que cette filiation continue à exister. Ce que Jeannie m'avait dit à l'époque, de l'époque plutôt où Georges Antares est décédé, c'est qu'il lui avait dit « garde toujours la flamme allumée ». Et le flambeau, il faut que le flambeau... Vous en prenez beaucoup en Belgique, j'ai l'impression. Madame Wimmer parlait aussi de... Porter le flambeau, je ne sais pas si ça vient, mais en tout cas en France, on n'empêche pas beaucoup cette formule. Mais je trouve qu'effectivement c'est très important. Oui. C'est très important, je dirais c'est un petit peu comme une course où on se passe le témoin. Ce n'est pas le coureur qui est fondamental. Voilà, exactement. Ce n'est pas tellement le coureur qui est fondamental, c'est le flambeau, c'est le message. Oui. Et ça c'est le fondamental. Et pourtant, enfin moi je sais pas quel est. Et pourtant l'astrologue joue un rôle important dans cette application de l'astrologie. Bien sûr, mais l'astrologue... On peut même dire que parfois, on pourrait dire parfois au contraire que c'est grâce à lui que l'astrologie existe. Si on voulait pousser le bouchon un peu loin. Certainement, sans humain, pas d'astrologie. Non, mais je veux dire que c'est lui qui fait l'interface entre l'astrologie en tant que savoir et le client. C'est le traducteur. Oui, c'est donc le traducteur. Il joue un rôle quand même fondamental. Il joue un rôle fondamental et très délicat. Parfois sous-estimé, enfin, je veux dire, parce que c'est... Parfois sous-estimé, parfois surestimé. Parce que parfois, même un savoir qui n'est pas toujours totalement bien en place est transcendé ou transfiguré grâce à l'astrologue. Parce que justement, il fait aussi la jonction avec le client, et donc il capte des choses. L'autre jour, justement, j'ai discuté avec ça. C'est vrai que autant l'astrologie par un ordinateur, les interprétations par ordinateur, parfois sont très dissemblables, autant quand les astrologues se trouvent en face d'un client, ils ont tendance à converger, parce qu'ils introduisent un même élément extérieur à l'astrologie dans leur discours, donc ils vont se retrouver quelque part. Il y a aussi une synthèse que l'ordinateur n'est pas apte, en tout cas à l'heure actuelle, et ça m'étonnerait que ça puisse arriver un jour, la synthèse spécifiquement humaine qui, elle,
effectivement, je dirais, c'est ce qu'en psychologie on peut appeler le coup d'œil clinique aussi, ou en médecine aussi. Donc c'est clair, chaque astrologue a sa propre lorgnette, chaque astrologue va interpréter à sa façon un même thème, mais sur le fond, il y a logiquement des points de convergence, certainement. Qui viennent à la fois du savoir astrologique et ils viennent aussi de l'objet d'étude, c'est-à-dire de la personne. La personne, absolument. Qui va apporter comme des éléments. Alors justement, est-ce que dans j'ai pas très bien suivi au niveau de la déontologie, est-ce que il y a une part importante de données extra-astrologiques à intégrer dans la pratique? Ça n'est pas obligatoire, on ne peut pas obliger. Justement, l'astrologie n'est pas là pour plutôt la fédération, petit lapsus, la fédération astrologique belge n'est pas là pour contraindre les astrologues à se mettre dans un carcan particulier. Elle est là pour fixer simplement certaines limites qui sont importantes. Donc nous n'obligeons pas ou nous conseillons éventuellement. C'est vrai que c'est important et c'est stipulé au niveau donc, du code de déontologie, mais ce n'est pas une obligation que c'est important que l'astrologue dispose d'un savoir suffisamment vaste. Donc ce serait important qu'il dispose de connaissances en psychologie, en mythologie, en sociologie, en histoire. Il y a toute une série de pans de la connaissance. Dans le temps, l'astrologue détenait presque la connaissance universelle. Il était mathématicien, il était médecin, il était forcément astronome. Donc il avait une étendue très très large de connaissances. Depuis que l'astrologie a été larguée, je dirais, par les sciences, le savoir des astrologues s'est malheureusement considérablement réduit. Donc l'astrologie, j'ai envie de dire, à la limite, sur le fond, on n'a rien perdu, mais ce sont les astrologues qui ont beaucoup perdu. Je dis toujours, l'astrologie n'est pas une science occulte, c'est une science occultée. Oui. C'est-à-dire qu'elle a perdu, l'astrologie a perdu parce qu'elle est moins bien servie. Elle est moins bien servie, effectivement. Et malheureusement, ici, par exemple, en Belgique, je connais, je pense, en tout et pour tout, moi y compris, 3 seules personnes qui sont licenciées en psychologie, par exemple. Parmi les professionnels, j'entends. Donc, je ne dis pas que nécessairement il faut une licence en psychologie, qu'il faut nécessairement être un universitaire non plus. Mais ça donne déjà quand même, le fait d'avoir une formation universitaire donne un background, un arrière-fond de connaissances qui est quand même important. Tant mieux si on peut le faire en autodidacte, mais l'important c'est de le faire. Oui, justement, alors attendez, j'avais plusieurs questions à poser. L'enseignement de l'astrologie, alors vous avez dit que vous n'enseignez pas à la FAB. À la FAB, oui. Mais l'enseignement de l'astrologie, est-ce qu'il a décliné, est-ce que depuis 20 ans il a décliné pour des raisons différentes? Certains pensent en France qu'il aurait décliné, notamment à cause de l'informatique, qui fait que beaucoup d'élèves maintenant ne sont plus... Moi, je me souviens que moi, je dirigeais une école d'astrologie pendant longtemps. Les gens, il y avait tout un rituel d'apprentissage, des outils, des éphémérides, des tables de maison, mais surtout les régimes horaires, etc. C'était un vrai casse-tête. Et ça a justifié une scolarisation. Est-ce que le besoin de... Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus d'autodidactes qui, une fois qu'ils ont acquis les logiciels de calcul, pensent pouvoir se débrouiller tout seuls? Il y en a quelques-uns, sans l'ombre d'un doute. Maintenant, je ne sais pas si proportionnellement il y en a plus qu'avant. Je pense que les bons astrologues continuent à donner de bonnes formations et forcément ils intègrent donc les données techniques, les données de calcul, de cosmographie qui sont absolument indispensables, même si on les apprend pour ensuite les mettre de côté, mais il faut les avoir quelque part intégrées, assimilées dans son cerveau. Les mauvais astrologues, je dirais, au fil du temps, ils s'épuisent d'eux-mêmes. Ce sont des voies sans issue, des cul-de-sac. Donc, pour moi, ce sont des scories, j'ai envie de dire, de l'astrologie, mais vous avez de bons médecins et de mauvais médecins. Vous avez de bons psychothérapeutes et de mauvais psychothérapeutes. Qu'est-ce que c'est Faire la chasse... un mauvais astrologue? C'est justement notre ami Eric. Oui, Eric. Vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un mauvais astrologue. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais astrologue? Primo, c'est quelqu'un, je dirais, qui fait du mal. Pour moi, à la limite, on peut avoir des lacunes maintenant dans le domaine technique, de la technique astrologique. On peut même avoir certaines lacunes dans l'interprétation ou la prévision. Un mauvais astrologue, c'est celui qui fait du mal à ses consultants.
donc qui va leur infliger, je dirais, un destin tout tracé, souvent très malheureux, qui va leur faire peur. Pour quoi? Pour entretenir la dépendance, pour faire tourner son commerce en fait. Donc fondamentalement, le mauvais astrologue, c'est quelqu'un qui fait du mal aux personnes qui sont en face de lui, l'astrologue étant là plutôt pour aider les personnes, pour les orienter, pour leur ouvrir la perspective. Ensuite, c'est vrai qu'un mauvais astrologue, un deuxième niveau de compréhension, c'est celui qui ne sait pas que l'élongation maximale entre Vénus et le Soleil ne permet pas qu'il y ait un carré. Ça paraît absurde, mais ça existe. J'en ai encore entendu, j'ai une élève en cours privé qui s'était d'abord inscrite dans un cours collectif, où l'enseignant leur a proposé l'exercice d'interpréter que signifie dans un thème natal un carré Soleil-Vénus. Bon, ça, c'est pas un mauvais astrologue, c'est un nul. Et puis alors il y a le mauvais astrologue qui fait des mauvais pronostics, je ne sais pas si c'est encore une catégorie. Oui, bon, alors il y a évidemment le côté prévisionnel. Bon, il faut savoir aussi, là j'ai envie de dire, je suis plus conciliant, au sens où rares sont ceux quand même qui se lancent dans cette technique, dans la prévision, qui est un art extrêmement délicat et difficile, parce que justement il y a toujours une marge de liberté, donc il faut avoir un certain courage pour le faire, il faut se jeter à l'eau, donc ça j'ai plutôt de l'estime au départ. Ensuite, bon, se tromper est humain, persévérer est diabolique. Donc si on persévère dans l'erreur et si on nie ses erreurs, là ça devient plus problématique effectivement. Mais sinon, le côté prévisionnel, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est un défi formidable. Alors, l'astrologie, Michael Mandel, l'astrologie, comment vous la définiriez? C'est la science de quoi? Quel est son objet d'étude? Qu'est-ce qu'elle étudie, qu'est-ce qu'elle n'étudie pas? Elle étudie l'humain, fondamentalement. C'est une science humaine. S'il fallait la qualifier parmi les sciences... Qu'est-ce qu'elle étudie dans l'humain? Tout ce qui est humain, rien de ce qui est humain ne lui est étranger, c'est ça que vous diriez? Non, je ne pense pas, effectivement. Rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Il y a des branches de l'astrologie, l'astrologie médicale. Je ne suis pas du tout un spécialiste en la matière, mais ça existe. Il y a toute l'astrologie psychologique qui s'est fortement développée au XXe siècle. Qui n'arrête pas depuis lors, l'astrologie prévisionnelle, il y a des astrologies, l'astrologie mondiale, il y a toute une série de branches, le point commun, la racine commune de toutes ces astrologies, c'est l'humain. Sans humain, point d'astre. C'est les astres aussi, en fait. Pour vous, l'astrologue, c'est quelqu'un qui se sert des astres. C'est quelqu'un qui se sert, oui, des astres, ou des cieux, oui. Oui, des cieux. Je veux dire, justement, c'est ça le problème, c'est que c'est une définition qui est assez large quand même finalement, parce que il y a des tas de façons d'utiliser les astres, effectivement, ou même des formes. Alors justement, à propos d'astres, il y a des astres réels, il y a des astres fictifs, il y a des astres visibles, des astres invisibles. L'astrologie, quand on regarde de près, elle est extrêmement diverse, hétéroclite même. Alors, est-ce que vous avez, ça vous est indifférent qu'on utilise, qu'on s'intéresse plus à une planète réelle qu'à un point plus ou moins fictif ou purement mathématique Ça dépend desquels, évidemment. Moi, un de mes grands dadas, c'est la recherche, mais le problème, évidemment, c'est que personne ne subventionne la recherche en astrologie. Donc, matière à recherche, il y en a à profusion en astrologie. Que ce soit au niveau des astéroïdes, des points fictifs, oui. Ils sont innombrables, les étoiles fixes, les parts arabes, l'astrologie uranienne de l'école de Hambourg, c'est hyper intéressant. Donc certainement, maintenant, je pense qu'il y a certaines questions qui sont plus anecdotiques que d'autres. Très bien. Oui, la question que j'aborde, on reprendra le débat avec Eric tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'à la FAB, on se sert de l'astrologie, et tout à l'heure on parlait un peu des rapports parfois complexes entre astrologues, entre associations. Je suis souvent frappé par le fait que finalement, on ne se sert pas tellement de l'astrologie chez les astrologues, ou entre astrologues. Ça dépend à quel niveau. Je pense qu'il ne faut pas non plus faire une obsession de l'astrologie, et ne travailler que avec l'astrologie. On est déjà suffisamment dans le bain comme ça. Maintenant, bon, pour ce qui est de la FAB, la fondation de la FAB a été calculée astrologiquement à l'époque, justement, par Jean Pépers,
auquel je faisais référence tout à l'heure. Oui. Donc, et à l'époque, donc il y avait, en même temps que la création de la FAB, il y avait une autre association qui avait été créée qui s'appelait Astrosophia, dont les membres étaient quasiment les mêmes que ceux de la FAB, et donc au bout du compte, les deux associations ont fusionné. Ça s'est fait Daisy Van de Veen aussi, par là. Exactement, Daisy Van de Veen, qui est en France d'ailleurs, du côté de Montpellier. Oui. Donc les deux associations ont fusionné, ça s'est Oui. fait astrologiquement, bien sûr. Oui, mais cela dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait imaginer dans un jour des groupes qui se serviraient de l'astrologie dans la façon d'organiser leur vie en quelque sorte? Peut-être qu'on développe actuellement à quelques occasions, c'est l'idée de... est-ce que l'astrologie peut être un art de vivre, voyez-vous? Est-ce qu'on peut imaginer des sociétés qui s'organiseraient, qui fonctionneraient autour de l'astrologie comme étant en quelque sorte la règle de vie du groupe en question? Pourquoi pas, à mon sens, ça a probablement même déjà été tenté à l'époque peut-être des Flower Power, New Age, ça a dû certainement se faire aux États-Unis, je pense. Maintenant, bon, je vous dis, moi je suis un passionné d'astrologie, je réfléchis à l'astrologie, je suis presque un monomaniaque de l'astrologie, Ah oui. mais je ne pense pas que j'irai jusqu'à un point tel, au sens l'astrologie ne doit pas non plus devenir une sorte, entre guillemets, de dictature qui doit dicter nos vies du matin au soir. Jeannie Bessière à l'époque me citait le cas d'une personne qui, même pour aller chez le coiffeur, elle demandait à son astrologue si c'était le bon moment pour y aller ou pas. Ça devient, franchement, Oui. ça dépasse les limites. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'astrologie. Oui, mais cette forme de l'astrologie-là, c'est pas la seule. Effectivement, il y a une astrologie. Si vous voulez, j'en parlais tout à l'heure avec Jacques Vanez, on vit beaucoup une astrologie avec des enjeux très très rapprochés. C'est-à-dire que souvent l'astrologue, c'est celui qui s'adresse aux personnes pressées. On dit souvent, ah oui, mais ça évite une longue psychanalyse, ça fait gagner du temps. Donc on a l'impression parfois que... alors Madame Wiener disait un peu le contraire, elle disait que parfois il fallait laisser attendre les gens. Cette façon d'aider les gens à organiser leur temps est quand même très importante. Et moi, vous parlez toujours de mauvais astrologues. Des astrologues qui croient pouvoir résoudre... Moi, j'entendais encore il n'y a pas longtemps un de mes collègues qui disait, voilà, il suffit de se lever à la bonne heure, ou il suffit de faire la chose à la bonne heure, et puis le problème va se résoudre. Alors donc vous avez ça, c'est une astrologie horaire, mais au sens de l'heure planétaire, et on a l'impression que... actuellement, il y a une résurgence de cette forme d'astrologie assez lourdement, c'est-à-dire une astrologie où... moi, l'autre jour, j'écrivais un article assez humoristique à ce sujet, je disais, on est passé d'une astrologie où on dit un jour égale à un an, à une astrologie où on dit un an égale un jour. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu de faire attendre les gens 3 ans, on leur dit, oh ben vous attendrez 3 jours et puis on trouvera bien le moment idéal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une espèce de réduction du temps, ce qu'on pourrait appeler l'astrologie la petite semaine, c'est-à-dire que tous, au fond, l'astrologue va trouver dans les 8-10 jours le moment idéal pour que le problème soit résolu, au lieu de dire à la personne, vous allez attendre, à la limite 2 ans pour que les choses se fassent. Je pense que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais l'astrologue vit dans son temps. Or, nous vivons à une époque d'accélération de l'histoire. Oui. Tout va beaucoup plus vite. Les gens sont toujours pressés. Donc, l'astrologue doit aussi s'adapter à ce genre de réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il doit lui-même conforter ce genre de mouvement. C'est vrai qu'une des grandes leçons de l'astrologie, qui est fondamentalement saturnienne, à mon sens, c'est qu'il faut aussi donner du temps au temps, et que chaque chose vient en son temps. Donc, l'astrologue est un petit peu pris au piège entre cet impératif catégorique, je dirais, saturnien,
et l'exigence, la demande du consultant qui est pressé, qui veut un rendez-vous très rapidement, qui veut une résolution de ses problèmes très vite, s'imaginant presque que c'est l'astrologue qui va les résoudre en plus. Alors, il y a une autre pression qui pèse aussi sur l'astrologue, c'est l'idée que c'est lui qui va nous dire comment les choses vont se terminer. Bien sûr, évidemment. C'est lui qui va avoir le dernier mot, il va dire finalement, voilà. Et alors il y a des astrologues aujourd'hui, parmi les gens que fréquentent, qui disent l'astrologie c'est ce qui nous dira l'issue d'une action. Oui, c'est la branche, surtout comme vous faisiez référence, de l'astrologie horaire, qui a un côté très magique, et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'astrologue peut se prendre lui-même au jeu et devenir le sujet qui est supposé savoir et qui croit être le supposé savoir. Oui. Donc là, c'est un jeu un petit peu dangereux. C'est vrai que l'astrologie horaire, moi je trouve que c'est un domaine, je vais peut-être faire hérisser quelques cheveux, mais c'est un domaine que je trouve très amusant. Moi, ça m'amuse beaucoup, je l'utilise, mais il ne faut pas se prendre la tête non plus. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, c'est normal, on a l'impression que beaucoup d'astrologues ils parlent de l'astrologie comme une science de la synthèse, donc une science qui fait la part de toutes les choses et qui donne l'idée de ce que les choses vont devenir en dernière instance. C'est l'homme de la dernière instance, si vous voulez, quelque part. Je ne suis pas du tout en train de défendre cette position, mais je veux dire qu'on a l'impression que c'est la science de la dernière instance. C'est-à-dire qu'à force de ne pas vouloir définir quel est le domaine de l'astrologie, à ce moment-là, on en arrive à dire le domaine de l'astrologie, c'est justement de ne pas avoir de domaine et d'être celle qui va donner la réponse ultime. Hein. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, finalement, dans leur demande divinatoire, ils veulent savoir, une fois que tous les facteurs seront entrés en jeu, comment ça va se terminer. C'est ça, le mot-clé, c'est comment ça va se terminer, et c'est-à-dire quel que soit, même prendre en compte même le petit grain de sable qui aurait pu empêcher, finalement, on veut savoir, au bout du compte, après coup, on veut savoir avant ce qui va se passer après coup. Je pense que, paradoxalement, c'est une façon de conforter la ghettoisation de l'astrologie, décrétée par la science à l'époque, toujours d'actualité, mais se cantonner, je dirais, au rôle de science du dernier recours, c'est se ghettoiser. Pour moi, s'il fallait, au sens le plus large du terme, classifier, catégoriser l'astrologie comme science, c'est la science du sens. Je n'irai pas au-delà. Oui. Ça laisse toutes les portes ouvertes, mais certainement pas la science de la dernière chance, du dernier recours. Même si certaines personnes viennent chez l'astrologue en dernier recours, après avoir consulté scientifiques, médecins, prêtres, psychologues, le dernier recours, parfois, c'est vrai, c'est l'astrologue. Mais il ne faut pas que l'astrologue se laisse cantonner dans ce rôle-là, même en s'imaginant y trouver une certaine forme de gratification, parce que c'est se retrouver acculé dans un coin, en fait. Alors justement, vous-même qui parlez des pièges au niveau du transfert, du support, est-ce que vous êtes arrivé à élever le niveau du discours astrologique de vos membres? Enfin, est-ce que vous avez l'impression que dans votre fédération, en tout cas, les gens parlent mieux de l'astrologie qu'avant? Franchement, ce serait assez prétentieux de s'imaginer avoir un rôle pareil. Je pense que moi-même et mes compagnons de route, je dirais, au niveau donc, du conseil d'administration de la fédération et toutes les personnes qui sont actives, essayons de promouvoir une astrologie de qualité, tout simplement. Si jamais nous devions avoir réussi à élever le niveau du débat, ce n'est pas à nous de le dire, mais si ça devait être le cas, tant mieux, nous aurions contribué à garder le niveau, un niveau suffisant. Comme je vous le disais, nous avons une tradition en Belgique quand même assez formidable au niveau d'astrologues de toute grande qualité. Être à la moitié de leur niveau, ce serait déjà énorme. Oui, bien sûr. Mais je pense aussi, excusez-moi de vous interrompre, mais l'astrologie est avant tout une école de modestie. Il faut rester très modeste devant le savoir astrologique dont nous n'aurons jamais entièrement les clés, et notre méconnaissance est largement plus importante que notre connaissance du fait astrologique. En tant qu'astrologue, nous sommes en apprentissage perpétuel. Et quand
quand il y a une erreur au niveau interprétatif ou prévisionnel, c'est l'astrologue qui se trompe, ce n'est pas l'astrologie. Alors il y a une troisième, on a fait un certain nombre de listes de pression sur l'astrologue. On a dit qu'il y avait la pression de la rapidité du temps, on est pressé, les gens sont pressés, les gens veulent aussi savoir comment ça va se terminer. Et puis alors il y a une autre pression qui est apparemment plus innocente, qui est tout simplement la pression selon laquelle l'astrologie nous parle de notre individualité, nous parle de notre spécificité, donc de ce qui est en quelque sorte irréductible, enfin je veux dire ce qui nous est propre. Donc là on a une sorte de finalité également d'un autre type, c'est-à-dire que ce à quoi nous serions des aboutissements d'un processus tout à fait spécifique. Alors ça, est-ce que ça aussi, ça va pas un peu loin, cette idée que les gens viendraient voir l'astrologue pour savoir en quoi ils sont absolument uniques, qui ils sont, et surtout qu'ils sont absolument... est-ce qu'on rentre pas dans une sorte de fantasme en leur disant, voilà, oui, vous êtes un cas unique, vos configurations ont eu à des moments qui ne sont pas ceux du voisin, vos transits ont eu à un moment qui n'est pas ceux de votre femme, même, à la limite. Et donc tout est spécifique, tout est particulier chez vous. Il n'y a rien qui se retrouve exactement comme chez quelqu'un d'autre. Là aussi, l'astrologue participe à son monde. Donc nous vivons dans une culture judéo-chrétienne fortement imprégnée de l'héritage grec, notamment, de l'émergence de l'individualité. Donc nous sommes, à ma connaissance, la principale culture où l'individu a été érigé au sommet de la pyramide et où il a une telle valeur. Donc forcément chacun cherche à affirmer envers et contre tout dans son cri existentiel pour se prouver justement qu'il existe, qu'il est unique. Maintenant, c'est vrai que, à la limite, justement d'un point de vue horaire, on peut considérer que chaque instant est unique. Dans le judaïsme, chaque nouvelle initiative mérite prière. Donc c'est bien l'unicité de l'instant. C'est vrai que philosophiquement, chaque instant est unique. Oui, c'est ce que disait, je crois, l'autre jour à une conférence Yves Le Noble. Il parlait de la capacité de l'astrologie de démontrer en quelque sorte l'irréductibilité de chaque instant ou de chaque personne, presque de manière mathématique, en disant, voilà, effectivement, ce n'est pas les mêmes facteurs qui sont là, donc on a vraiment la preuve de quelque chose qui est incomparable. Mais c'est un peu paradoxal dans la mesure où il y a une astrologie mondiale qui, elle, au contraire, s'intéresse au mouvement collectif, au mouvement d'ensemble. Et qui est d'ailleurs l'origine de l'astrologie. L'astrologie a commencé par être mondiale avant d'être individuelle. Et puis même l'astrologie des horoscopes n'est pas non plus l'astrologie on ne met pas l'accent sur l'unicité, puisque quand on dit qu'on est bélier ou scorpion, ou même bélier, taureau, ou je sais pas quoi, on sait qu'on n'est pas tout seul. Donc là, il y a vraiment des discours qui sont conflictuels, je dirais presque contradictoires, ou des missions contradictoires. Et l'individu, de toute façon, ne peut malgré tout pas trop se différencier du groupe auquel il appartient. Malgré tout, il y a un besoin de communautarisation que l'on retrouve au niveau politique dans nos sociétés à l'heure actuelle. En Belgique, si en France vous êtes un petit peu au courant des affaires, non pas des histoires, mais des affaires belges, avec l'envie de séparatisme du nord du pays, c'est pour retrouver une identité de groupe. Donc l'identité individuelle à elle seule ne suffit pas. C'est clair. C'est ça. Alors justement, comme on a l'impression qu'on a là deux pans séparés de l'astrologie, comme si on n'avait pas... Est-ce que le problème ne serait pas d'arriver à les dialectiser ou à les unifier C'est vrai que l'astrologie mondiale est devenue un petit peu le parent pauvre de l'astrologie individuelle. Qui s'intéresse encore à l'astrologie mondiale à part André Barbeau et quelques autres astrologues, effectivement, en France ou à l'étranger. Alors que c'est un domaine qui est tout à fait passionnant, mais qui n'intéresse pas en réalité au niveau strictement individuel. Là aussi, c'est une lacune en termes culturels. Je le disais tout à l'heure, l'astrologue doit avoir des connaissances aussi historiques, c'est très important, des connaissances en matière de sociologie. Et bon, il faut bien aussi se rendre compte que l'astrologie, contrairement à ce que certains peuvent imaginer, à mon sens, n'est pas non plus la panacée universelle. Il y a des données qui ne sont pas inscrites dans une carte du ciel. Si vous me donnez une carte du ciel à l'aveugle, moi je suis incapable de vous dire si c'est votre carte du ciel ou si c'est celle d'un chat, d'un chien, d'une femme, d'un homme de culture judéo-chrétienne ou d'un Indien des Indes ou d'Amérique, peu importe.
Donc ces données-là ne sont pas inscrites dans une carte du ciel. Et forcément, quelqu'un qui a suffisamment d'expérience en matière de consultation se rend bien compte qu'il ne peut pas parler de la même façon à quelqu'un, par exemple, qui vient justement d'Europe, à la limite, peu importe le pays, même s'il y a des différences culturelles, ou de quelqu'un qui vient d'Afrique, qui est imprégné, littéralement, Jung aurait dit, d'un inconscient collectif différent, sans doute, mais en tout cas d'une culture différente, d'une façon d'aborder les êtres et les événements de façon différente. Et cela n'est pas inscrit dans la carte du ciel. Et cela n'est pas inscrit. Cela ne dépend pas de l'astrologie, à votre avis, à la limite. D'une certaine manière, non, puisque ce n'est pas, en tout cas, ça ne dépend pas de l'astrologie individuelle. Voilà, alors justement, parlons de ce qu'on pourrait appeler l'astrologie citoyenne. C'est-à-dire, nous avons des actions citoyennes, nous allons aux élections, par exemple. À des moments particuliers, on se retrouve à faire les mêmes actions, etc. Et ça, ça, c'est un petit peu le contraire de l'individualisme. C'est-à-dire que nous voyons une société à la fois très individualiste, mais qui en même temps, au niveau économique, au niveau commercial, au niveau politique, au niveau médiatique, détermine des comportements collectifs très puissants. On a X millions de gens qui vont voir le même film en même temps, ou qui vont acheter le même produit, ou qui vont voter au même moment. J'ai l'impression que l'astrologie a un peu décroché par rapport à cette mouvance comme cela. Oui, il semblerait que toute cette dimension justement du collectif, de la masse, mais masse média, vote de masse, on a vu ça récemment aux États-Unis, choix d'un lit, et aussi cette idée, alors il y a déjà à la fois ce phénomène du collectif, mais aussi le fait qu'il y ait un produit qui l'emporte, ou un homme qui l'emporte, ou un chanteur qui l'emporte, ou un film qui l'emporte. Donc voyez-vous à la fois le collectif, mais aussi le processus d'élection, de sélection, et de faire d'émergence de certains personnages comme ça, qui sont, disons, des charismatiques, etc. Et j'ai l'impression que là, on vous parlait tout à l'heure de la modernité de l'astrologie, enfin je ne sais pas si c'est vous qui en parliez, mais enfin en tout cas, cette idée d'être... J'ai l'impression que l'astrologie a un petit peu... C'est un petit peu, disons, désinvesti ce champ. Qui est très important psychosociologiquement, si vous voulez, c'est-à-dire la relation de l'individu au social, avec un temps social commun. À force d'insister sur le temps social individuel, on finit par ne plus avoir le temps social commun. Et j'aurais d'autres questions à vous poser dans la même direction, c'est-à-dire par exemple, est-ce que vous avez une approche cyclique de la personne? Si par approche cyclique vous entendez faire référence au cycle astrologique, est-ce que vous expliquez aux gens, par exemple, qu'il y a une oscillation, par exemple, au niveau du comportement qu'il y a des cycles existentiels, certainement. Je parlais à l'instant de Saturne, rien que le cycle de Saturne est déjà quelque chose de tout à fait fondamental, que ce soit au niveau individuel, a fortiori chez les personnes qui ont une dominante saturnienne, mais aussi au niveau collectif. On sait très bien que l'opposition de Saturne à sa position natale, donc l'âge de 14-15 ans, est un âge tout à fait fondamental où on commence à s'opposer justement à l'autorité, à vouloir, on entre en tension, donc il y a des valeurs tout à fait génériques liées entre guillemets à la masse. Mais qu'ensuite on peut aussi appliquer aux individus. Donc certainement la notion de cycle est tout à fait fondamentale. Vous faisiez référence à Yves Lenoble qui a écrit un ouvrage très intéressant sur les cycles. C'est tout à fait fondamental, que ce soit les cycles planétaires simples ou les cycles composés. Oui, mais enfin, imaginez par exemple que moi je sois un client qui vous demanderait comme ça ingénument, ces cycles, ils nous parlent de quoi? Dans ma vie à moi, de quoi il me parle, ces cycles? Qu'est-ce qu'il... Ça dépend quel genre il parle de nos réalisations, c'est-à-dire de quelque chose qui débute à une certaine période, en fonction du cycle concerné, tel domaine sera impliqué, et c'est un déploiement en fait, comme je dirais, prendre une image, comme un oiseau qui déploierait ses ailes. Et qui ensuite se reproduisent jamais dans le même, mais dans le semblable. C'est pas le principe du cercle, c'est le principe de la spirale. Oui. Voilà. On va peut-être arrêter pour ce Nicolas il a 19 ans,
Il y a 2 ans. Imaginez 2 BD. Non, non, une seule, Une seule, ça suffira. Alors, j'avais, avec vos téléphones, j'ai d'ailleurs évoqué légèrement la question avec M. Mandel. Vous m'avez dit, Panici, qu'au Sebesia, vous faisiez attention, d'une certaine manière, à ce que l'astrologie ne soit pas absente de vos rencontres. Oui, c'est juste. Non pas seulement pour faire des conférences, mais au niveau d'une sorte de morale relationnelle. Et alors ça a un peu surpris M. Mandel. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que c'en est cette expérience que je trouve tout à fait fascinante? Oui. C'est-à-dire que dès que nous nous sommes tous rencontrés, je veux dire les membres du CA et moi-même, pour réorganiser en quelque sorte ce cercle astrologique, il nous a paru fort évident de revenir au thème de fondation, que Brahe avait probablement calculé. Il avait probablement, je le soupçonne d'avoir choisi de provoquer la réunion tel jour, telle heure, pour s'arranger de manière à avoir ça s'appelait pas encore le Sébésia. Ça s'appelait pas encore le Sébésia. Et on s'est interrogé sur ce qu'il y avait dans ce thème et sur ce qu'on pouvait en faire, comme si on allait jouer le jeu, d'essayer de partir de ce thème et d'en retirer le meilleur. Une petite parenthèse en notant que dans le groupe de Brahe, ils n'ont jamais employé le mot astrologie pour leur désigner leur association. Tout à fait. C'est les sciences. Brahe a toujours évité d'employer le mot astrologie pour désigner le groupe auquel il accordait. On parle quand même d'influence astrale. Voilà, d'influence astrale. IA, le Sébésia, c'est l'influence astrale, et avant, je crois que c'était autre chose. C'était quand même Institut astrologique. Ah oui, l'Institut, bah oui, mais d'accord. Bon. Mais je crois qu'il avait quand même créé une société qui s'appelait autrement. Bon, alors excusez-moi, je vous ai interrompu. Donc effectivement, d'ailleurs, à la FAB aussi, ils ont fait attention au moment où ils ont créé leur association, mais bon. Vous êtes allé plus loin, parce que ça reste la référence. C'est la référence, enfin bon, ça ne pourrait pas se substituer à tout ce qui s'élabore créativement entre nous, mais ça reste une base de réflexion qui oriente nos objectifs et surtout la recherche de notre identité. Hein, donc les images de cet horoscope sont intéressantes et elles sont inspirantes. C'est un horoscope supplémentaire que tous les membres du Sébésia peuvent acquérir en plus de leur thème individuel. Ce qui est intéressant surtout, enfin, au niveau du jeu relationnel, c'est de voir par exemple selon les règles qu'on utilise habituellement en astrologie, les règles de la synastrie, sans aller trop loin. Vous par exemple, vous êtes en bonne synastrie avec le thème... Voilà, moi je suis par exemple en phase avec le thème du Sébésia, puisque mon soleil en Capricorne se trouve conjoint à la Lune. Et ça a joué dans votre élection. On parlait tout à l'heure avec M. Mandel, enfin on va y revenir parce qu'on n'avait pas complètement... On parlait de l'importance des élections, oui, et que l'astrologie... finalement, l'astrologie nous parlait parfois trop d'individus et pas de nos activités citoyennes. Oui, c'est juste. C'est-à-dire le fait que nous sommes aussi des consommateurs, des spectateurs, des électeurs, et qu'à ce niveau-là, la dimension individuelle, elle est moins forte qu'on pourrait le croire. Comme si l'astrologie était un refuge parfois pour ceux qui veulent, qui ont l'impression d'être happés par la société, par le social, et qui veulent avoir la garantie qu'ils ont bien une structure individuelle forte. Donc là, effectivement, il y a une dialectique entre votre thème et le thème du collectif auquel vous appartenez. À l'époque, je ne connaissais pas, à l'époque où je suis devenu vice-président du Sébésia, je n'avais pas encore vu ce thème. Et donc on ne vous a pas choisi pour ça? On ne m'a pas choisi. C'est bien ça que je voulais vous faire dire. Oui. Les astres? Oui, on ne m'a pas choisi. Les astres, peut-être que les astres s'en sont chargés, puisque les choses se sont passées d'une manière assez rocambolesque. Assez rocambolesque, oui, d'une façon tout à fait inattendue. Inattendue. Ah ouais, voilà un mot qui devrait être tabou des astrologues. Oui, le hasard, l'inattendu. Quand quelqu'un me dit oui, j'ai été surpris par ce qui s'est passé dans vos histoires, etc. Je lui ai répondu, écoutez madame, avant de dire ça,
Et j'étais sûr que cette personne, en disant qu'elle était surprise, n'avait absolument pas consulté les astres pour comprendre ce qui arrivait. Donc les gens réagissent comme le premier venu. Alors nous ne sommes pas censés être les premiers venus, nous sommes censés être prévenus. Et donc nous sommes censés voir les choses venir et ne pas être constamment en train de dire « Ah tiens, comme c'est curieux !» c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Michael Mandel. C'est une question que j'avais sur le bout de la lèvre, de la langue. C'est-à-dire, qu'est-ce que... On parlait de la cyclicité. On disait, finalement, ces cycles, ils étudient la cyclicité de quoi? Qu'est-ce qui est cyclique dans la condition humaine? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est cyclique? Et puis, est-ce qu'un cycle, c'est pas l'idée d'un balancement entre deux pôles? On oscillerait d'un pôle à l'autre. Et ces deux pôles seraient quoi? Il faut revenir un peu à la binarité, en fin de compte. Parce que c'est vrai qu'il y a une astrologie très, très diverse, mais quelque part, la cyclicité, ça nous renvoie à une forme de binarité, c'est-à-dire qu'il y a un basculement, une oscillation, et c'est quand même très important. Moi, je veux dire par là que c'est vrai, c'est de l'affaire de l'astrologie ponctuelle, c'est important, mais est-ce qu'on ne peut pas donner une espèce de grand cadre, avec des grands moments, c'est-à-dire, si on vous demande, c'est un peu la question qu'on était en train de se poser avant que Nietzsche n'arrive, si on vous demande quel genre de variation étudie l'astrologie, quel genre de mouvement, d'évolution, d'involution, d'où à où irait-on en fin de compte au cours d'un cycle, on serait comme ça ballotté d'où à où, de où vers où. Parce que justement, alors, je reviens à votre question, elle peut donner une illustration de ce vécu ensemble des astrologues du Cébésia autour du thème. Oui. Une illustration, par exemple, un exemple pour le moment, on en est au stade d'essayer de se définir, en essayant de comprendre ce thème comme on essaie d'aborder un mystère, à travers les images que ce thème réveille. Voilà. Alors, parce que je pense on devrait essayer de redéfinir l'identité du Cébésia actuellement, puisque dans les objectifs de Brahe, à l'époque, il y avait la recherche scientifique. C'est le Centre belge d'études scientifiques des influences astrales. Oui. Et ce mot scientifique, dans l'état actuel de ce que nous faisons au Cébésia, ce mot scientifique n'a plus beaucoup de sens. On n'est pas en train de se livrer à des expériences comme on en ferait dans un laboratoire. On ne fait plus de statistiques depuis longtemps. On a eu une conférence d'ailleurs récemment sur un sujet statistique par Didier Castille pour en arriver à la conclusion qu'il était pratiquement indémontrable de valider l'astrologie par les statistiques. Ah oui, c'est comme ça, c'est à ça que vous êtes arrivé. Mais ça, on le savait déjà quelque part, puisque les statistiques de Gauquelin ont été remises en question combien de fois. Oui, notamment en Belgique d'ailleurs. Et donc, le comité de Para, je crois. Donc, le Cébésia n'a plus pour le moment pour préoccupation de faire des études scientifiques sur les influences, d'ailleurs s'agit-il d'influence, sur les influences astrales. Donc là, il y a vraisemblablement une crise par rapport à l'objectif de base, et donc nous sommes en train de méditer sur ce thème. Et ce thème, il était porteur de cette scientificité, de cette recherche scientifique? On peut trouver quelques indices, par exemple un Jupiter angulaire en Verseau, certains auront pu métaphoriser en disant c'est l'espoir du progrès, de l'émancipation. Il y a pas mal d'images très scientifiques dans ce signe du Verseau. On pourrait vous soupçonner, monsieur Manichi, de vouloir faire passer votre pensée, votre philosophie de l'astrologie et du Cébésia en utilisant le thème astral. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas décider moi-même de ce que seraient les orientations futures du Cébésia. J'estime ne pas être le seul qualifié, compétent à décider de ce que sont les orientations d'un groupe astrologique. Et donc la question est de savoir maintenant quels seraient les experts, les astrologues concernés, les amis qui auraient envie de donner un point de vue sur ce que sont devenus les objectifs du Cébésia à l'heure actuelle et sur ce qu'ils devraient être à l'avenir, vous voyez, dans le futur.
Apparemment, Bon, c'est pas moi qui vais les définir, vous voyez, ces objectifs. Moi, j'ai peut-être une petite idée de ce que devrait être pour moi l'astrologie, ou de comment je conduis mes recherches, ou comment j'oriente ma pratique plutôt, mais j'ai pas du tout envie d'imposer cette vision-là à tout un groupe. Moi, je suis quoi dans l'histoire de ces Bézias? Je suis un président maintenant, mais il y avait quelqu'un avant moi, et il y aura quelqu'un après moi. Donc c'est pas à moi à annoncer les objectifs. Par contre, on est l'héritier de tout un cheminement. Donc Brahe a annoncé ça au début du siècle passé, et puis là maintenant on est en 2008. Qu'est-ce que c'est devenu, et qu'est-ce qu'on va devenir? Alors on ne peut pas continuer à travailler, je pense, sans redéfinir des orientations. Oui, bah, la FAB en comparaison est relativement plus jeune. Ça fait penser, vous savez, à ces fameux pays, on dit il y a des vieux pays, des anciens pays. Alors il y a des pays qui sont chargés de tout un passé qui parfois est lourd à porter, est lourd à embrasser. Mais apparemment, M. Mandel, lui, il n'a peut-être pas trop de ce genre de problème existentiel concernant l'avenir de l'astrologie. Peut-être que les objectifs de la FAP au départ ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. On se disait au téléphone justement la fois passée, nous n'avons pas la même raison sociale. Les deux ASBL n'ont pas la même raison sociale, effectivement. Même objet. ASBL, ce sont les associations sans but lucratif. Mais la raison sociale, c'est la raison sociale, c'est l'objet. Oui. L'objet de l'association. Et donc la fédération a été créée au départ simplement pour rassembler les astrologues. Pour rassembler, effectivement, ça n'a pas du tout le même objectif que Brahe avait à l'époque en fondant le CBSIA. Donc, et en ce sens, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, bon, avec toutes les vicissitudes, l'hécatombe, entre guillemets, qu'il y a eu de personnalités astrologiques en Belgique, ça aurait au moins ce mérite-là, que ça permet de faire table rase du passé. Et nous essayons maintenant, puisque je dirais que ce soit la FAB ou le CBSIA sont sommés par le sort, je dirais, de repartir sur de nouvelles bases, nous essayons maintenant de pouvoir fonctionner aussi sans se marcher sur les pieds, sans se regarder en chien de faïence, comme ça a été le cas pendant quand même tout un temps. Voilà. Donc maintenant, nous essayons de fonctionner de concert. Le but, justement, puisque je ne peux que parler évidemment au niveau de la fédération, le but de la fédération, c'est justement un but fédératif. Donc ce serait absurde de conserver des querelles qui n'ont plus lieu d'être. Et voilà, et de toute façon, sans aller dans le registre scientifique, mais le but du CBSIA, c'est la recherche, sans parler de scientifique, ou en tout cas un des buts à ma connaissance. Donc tout cela permet certainement de faire une convergence. Je pense que ce serait, s'il devait y avoir une intelligence des astrologues, elle se situerait là, à notre petit niveau, je pense. Pour reprendre le thème du CBSIA, le Soleil était en Gémeaux, et l'ascendant était en Lion, et Jupiter angulaire en Verseau. Moi, j'y vois plus, personnellement, des indices de rassemblement humain, d'échange d'idées, de rencontres, que de recherche scientifique. Ouais. Donc, j'y vois plus ça, personnellement. Ça correspond d'ailleurs plus ou moins à ce qui se passe. Et ça correspond à ce qui est en train de se passer. Oui. Et effectivement, il ne me semble pas que historiquement le CBSIA se soit tellement voué à la recherche scientifique. Mais dans un premier cycle, au départ, les congrès que Brahe organisait, les publications qu'il faisait, etc., allaient dans ce sens. Oui. Mais après la guerre... Après la guerre, ça a fortement évolué. Oui. Mais... Après la guerre, on voit des comptes rendus de réunions où Brahe fait des déclarations qui sont écrites, puisque je vous avais dit qu'on avait ces documents, ils ont été conservés. De même que monsieur Mandel me disait qu'ils avaient conservé pas mal de choses de Antares. Oui. Et donc dans ces déclarations, après la guerre, il se disait déçu de l'opinion publique, comme s'il se plaignait du manque d'intérêt des chercheurs à l'égard de l'astrologie. Alors il se plaint de l'émergence de la télévision, de la diversification des loisirs, plus personne ne vient aux conférences. Et à partir de ce moment-là, l'intérêt pour les aspects scientifiques de l'astrologie et la recherche commence à s'étioler. Enfin, néanmoins, il y a peut-être est-ce qu'il y a au CBSIA des gens qui
qui prône justement L'approche scientifique, l'approche scientifique. Non, c'est pour le moment, c'est plus du tout. c'est plus c'est fini, c'est Plus du tout. Pour le moment, plus du tout. Oui. Alors, bon, Et même à la limite, d'ailleurs, quand on dit l'approche scientifique, encore faudrait-il savoir ce qu'on entend par on là. entend par là. Exactement. Alors on s'est dit qu'on pouvait peut-être rester dans le domaine de la science si on en changeait la définition, mais ce ne serait pas honnête quand même. Hein. Donc, Ah oui. vous Ah bah voyez, oui. donc quand on se pose ce genre de questions, encore faudrait-il savoir ce qu'est la science. Bon, alors on commence à triturer les mots. Non, parce que voyez-vous, tout à l'heure, on parlait de. C'est vrai que, bon, moi, on arrive parfois à des choses assez étranges. Par exemple, il y a des gens qui disent l'astrologie n'est pas une science exacte. Mais ils disent cela parce qu'ils ont une très haute idée de l'astrologie. Donc, il est évident que c'est une sorte de cercle vicieux. Plus vous mettez la barre haut, plus vous avez des chances d'échouer. Alors, ils mettent la barre tellement haut qu'après, ils vont dire c'est pas une science exacte. Mais n'importe quelle science, quand vous mettez la barre trop haut, elle finit par ne plus être exacte. Puisque si, moi j'ai toujours une voiture, par exemple, elle obéit à la physique, mais on ne va pas prévoir le destin d'une certaine voiture à un certain moment. On ne va pas expliquer que scientifiquement la voiture devait ou pas aller dans l'arbre ou dans le fossé. Bon, bref. Donc je crois c'est un peu pervers, parce que parfois on définit a priori ce qu'est une science, après on dit l'astrologie n'est pas ça. Parfois c'est une définition qui est tout à fait excessive. Où on définit a priori ce que pourrait être la science astrologique, mais encore une fois c'est excessif. Donc effectivement, je crois que c'est parce que, par exemple, tout à l'heure j'en parlais, il y a des gens qui veulent que l'astrologie soit la science du dernier recours, ou de la dernière instance. Donc c'est-à-dire la science qui a la réponse finale et qui dit exactement comment les choses vont se terminer. Alors, c'est certain qu'avec un tel enjeu, un tel défi, on ne peut qu'aller à l'échec. Bon, mais cela dit, on peut aussi avoir une position plus, comme on disait, plus raisonnable de ce que c'est que et la science et de ce que pourrait être l'astrologie en tant que science. Et c'est pour ça que il est évident que l'astrologie complètement individuelle ne peut pas être considérée comme scientifique, puisqu'on n'a que des cas particuliers, donc ça paraît difficile de... Bon, maintenant... Oui, et les paramètres qui interfèrent et qui oui, régissent la consultation sont le loin d'être... le poids des paramètres au niveau statistique est plus faible. Quand une seule personne et un seul cas peut être absolument colossal. Vous pouvez nous dire pourquoi, justement, cette fameuse conférence que vous avez évoquée tout à l'heure, là, avec l'idée classique, pourquoi vous êtes arrivé à cette conclusion aussi négative concernant la statistique? Conclusion négative, toute relative, évidemment. Hein. Conclusion négative autour de ce qu'il s'était fixé comme objectif de recherche. Oui. Hein, donc, et puis uniquement sur ce plan-là. Donc, Sur le problème des objectifs de recherche, est-ce que ces objectifs étaient oui. raisonnables? C'est ça la question. un des objectifs, c'était de voir si, dans une certaine proportion de couples de données, on pouvait dégager des aspects relationnels, comme l'astrologie le suppose en synastrie, par exemple. Et le pourcentage dégagé est tellement faible. Oui, encore faut-il Il voir. semblerait, donc c'était par exemple en partant de l'idée très très vague que Jung avait eue dans ce livre que vous connaissez, Synchronicité Parasexica, où il se disait, j'ai l'impression que, enfin, je trahis probablement sa pensée, que sur cet échantillon-là, je trouve que la Lune il y a des contacts soleil-lune entre les partenaires, pour se rendre compte plus tard finalement qu'il n'avait pas pu valider cette hypothèse. Hein. Et donc Didier repartit avec la même hypothèse, mais en élargissant le nombre de facteurs, hein, et sans arriver à des conclusions probantes. Oui, mais encore faut-il voir quel type de couple a-t-il étudié aussi. S'agit-il de couples heureux, de couples simplement qui durent? Donc il y a toute une série de paramètres qui sont très difficiles. Et puis il y a un autre problème, c'est que il y a un autre problème aujourd'hui qui est posé par l'astrologie uranienne, dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a parfois des facteurs qu'on n'apprend pas en considération. N'est-ce pas? À partir du moment où vous négligez un certain nombre de facteurs, vous allez tirer l'astrologie que vous allez invalider, c'est une certaine astrologie dans une certaine limite. Hein, et par exemple, moi par exemple qui travaille sur les étoiles fixes, je suppose que M. Gassi ne travaille pas sur les étoiles fixes, donc forcément, si les étoiles fixes ont
dans certaines configurations quelque importance, et qui ne les prend pas en considération, c'est normal qu'on n'obtient pas grand-chose. Je veux dire, je donne un exemple comme ça par l'absurde, je veux dire pour vous dire que l'école de Hambourg avait, ou par exemple les mi-points. Si par exemple vous ne prenez pas compte les mi-points, comme et que on va vous dire, bah oui, mais vous n'avez pas pris en compte les mi-points, donc c'est normal qu'on n'ait rien trouvé. Donc c'est complètement relatif aux hypothèses, aux instruments de travail et puis aux objectifs. Par exemple, cet objectif concernant le couple, c'est peut-être pas l'idée la plus raisonnable qu'on puisse assigner à l'astrologie. C'est peut-être un peu trop, un peu beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas descendre un petit peu le niveau de ce qu'on cherche à obtenir? Et puis aussi, le nombre de facteurs qu'on considère. Parce que le grand obstacle au niveau de la statistique astrologique, c'est qu'on utilise un très grand nombre de paramètres. Et donc, par conséquent, ça ne peut pas être très concluant. Alors, est-ce qu'on pourrait travailler sur des choses plus simples, des concepts plus simples? C'est tout un travail, en fait, hein, finalement. On vient d'évoquer, là, en 5-10 minutes, une démarche qui, en soi, constitue tout un travail, toute une recherche, toute une application, qui suppose toute une équipe. Exactement. Une seule vie ne suffit pas. Donc, mais la démonstration scientifique de l'astrologie, c'est un terrain extrêmement glissant. Si vous voulez, il y a une règle générale qui dit que c'est plus facile d'étudier ce qui converge que ce qui diverge, d'une certaine manière. Quand les choses partent d'un certain point et qu'elles vont toutes dans des directions diverses, ça échappe à l'entendement. En revanche, quand tout le monde revient vers le même point, ça devient plus facile. Hein, c'est vrai, par exemple, pour les bouchons au niveau du trafic. Je veux dire, s'il y a des moments où il y a une espèce de tropisme vers le même point, ça peut quand même être plus facilement étudié que lorsqu'on a un phénomène où on dit, par exemple, genre, bon, bah, chacun fait ce qu'il veut, vous allez chacun faire ce... Donc il y a là aussi, il faudrait savoir si... moi j'appelle ça la différence entre l'astrologie conjonctionnelle, c'est-à-dire où l'appel est à se retrouver, et l'astrologie disjonctionnelle, où l'appel est à se disperser. Et il est certain que s'il y a une science à établir, c'est plutôt dans la conjonctionnalité, c'est-à-dire qu'on se rejoint, que dans la disjonctionnalité. Reste à savoir quels sont les paramètres sur lesquels on décide de se mettre tous d'accord. Il reste à savoir aussi, faut-il nécessairement valider l'astrologie par la science? Je n'en suis pas si sûr que ça. La science, c'est la science astrologique. La science astrologique, les outils de la science astrologique ne sont pas nécessairement les outils de la science officielle telle qu'elle est reconnue. Non, mais elle pourrait avoir sa propre scientificité, si vous voulez. Vous savez, c'est un petit peu comme les gens qui me disent « Ah, tu es astrologue, tu crois dans l'astrologie ?» Je dis « Mais non, je ne crois pas dans l'astrologie. Je pratique l'astrologie, je l'ai vérifié, ça fonctionne. Donc, moi, je n'ai pas besoin qu'un scientifique me vienne faire une expérience de laboratoire pour me prouver par A plus B que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, ça fonctionne. » Oui, mais si vous voulez, moi, je n'opposerai pas à ces questions. Parce qu'en réalité, si l'astrologie ce n'est pas un exercice gratuit qui va être proposé. Le fait de dire que, par exemple, il faut travailler sur certains processus plutôt que sur d'autres, ça fait sens aussi pour l'astrologie en tant que telle. C'est-à-dire que ça implique aussi, elle, de s'organiser et de se centrer. Donc c'est pas simplement une question d'être validé ou pas par la science, c'est aussi de mettre un peu d'ordre dans ses affaires. Je parlerai alors de recherche astrologique. On est dans la recherche astrologique, mais pas nécessairement à chercher une validation. Les choses se recoupent. Quand les choses sont assez cohérentes à un certain niveau, logiquement, il y a aussi des validations qui sont plus faciles. Tout est lié, mais c'est pas uniquement un enjeu de ce genre-là. Un enjeu plus grave, parce que ça c'est un symptôme, je dirais, M. Panicci. Dites-moi de quelle pathologie, docteur Albron. Oui, non, mais c'est un symptôme. Le problème que vous évoquez, c'est un symptôme de quelque chose de plus grave. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire, c'est simplement un problème, voilà, il y a une difficulté à voir l'astrologie comme science, etc. Bon, on pourrait dire, à part ça, tout va bien. Mais il faut aussi s'interroger sur se demander si ça dénote pas quelque chose de plus grave
qui est tout simplement que l'astrologie n'a pas trouvé sa colonne vertébrale, ou qu'elle n'a pas trouvé son orientation centrale, et qu'à partir de là, évidemment, vu qu'elle disperse ses forces et qu'elle disperse ses terrains d'études, eh bien forcément, ça aboutit à cette espèce de sentiment d'échec au niveau scientifique. Parce que la science, ce n'est jamais qu'une façon de valider quelque chose qui fonctionne bien, en fin de compte, quelque part. Et de toute façon, la recherche d'une colonne vertébrale, elle ne peut être qu'à l'intérieur et pas extérieure. Donc la colonne vertébrale de l'astrologie, elle est intérieure à l'astrologie. Oui. Il ne faut pas la chercher dans la science. Eh bien, c'est bien ça. Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je vous dis que c'est un symptôme, c'est un symptôme interne, d'un désordre interne. Et le désordre interne, eh bien, c'est par exemple de savoir si il n'y a pas une perte de binarité, je dirais, une binarité, une perte de dialectique, c'est-à-dire qu'il y aurait comme si les choses étaient basculées dans un certain sens et puis qu'il n'y avait pas un équilibrage de l'autre côté. Et donc basculer vers l'hyper-individuel, par exemple, l'hyper-diversification, et qu'il n'y a pas un moment qui est prévu pour, au contraire, un recentrage, une réappropriation au niveau du collectif, une réidentification au niveau du collectif. Il semble que ce pôle-là involutif, je dirais, parce que si on peut dire que l'individualisation c'est de l'évolution, entre guillemets, parce que le mot, je sais que les mots ont un problème de signification, parce que l'évolution c'est souvent perçu comme étant positif, mais l'évolution au sens de manifester, c'est-à-dire quelque chose qui passe de la puissance à l'acte, quelque chose qui se déploie, et donc mais qui en se déployant s'appauvrit quelque part, à la fois s'enrichit et s'appauvrit, puisque parmi tous les possibles, il n'y en a plus que certains qui sont gardés. C'est un peu comme les spermatozoïdes qui sont tous supprimés à l'exception d'un seul. C'est le phénomène de l'ovulation. Donc l'évolution est une ovulation. C'est-à-dire que l'évolution, c'est constamment la mort d'un certain nombre de possibles, et il ne reste plus que quelques survivants. Donc toute individualisation est une forme de... C'est le résultat d'une hécatombe, en fin de compte. Une hécatombe des possibles. On parlait d'hécatombe tout à l'heure, justement, par rapport à donc il y a ça. Et inversement, donc en fin de compte, l'astrologue, il serait une sorte de ce serait le notaire de cette avancée comme ça, constante, vers une sorte de fuite en avant, vers quelque chose qui est de plus en plus spécifique, et donc qui est de plus en plus accompagné de deuil de ce qui n'est pas retenu, puisque plus on avance, plus les possibles ont été éliminés. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment de retour, c'est-à-dire où on ferait le chemin inverse, involution, c'est-à-dire où on se réapproprierait tout ce qu'on a éliminé. Donc on se retrouverait ce qu'on appellerait, ce que j'appelle l'individuation, par opposition à l'individualisation. L'individualisation, ce serait une fuite en avant vers quelque chose de plus en plus spécifique et différent. Alors l'astrologie, là, aurait hyper investi dans ce domaine. Vous savez, quand on parle aussi de pays qui ont hyper investi dans un certain domaine et puis qui ont oublié d'autres domaines, on pourrait se demander s'il n'y a pas eu des erreurs d'investissement ou des déséquilibres au niveau de l'investissement qui feraient qu'on aurait mis tout le paquet vers quelque chose qui serait peut-être une sorte de panier sans fond, qui est la quête de l'individualité, la quête du différent, la quête du particulier. Et donc on aurait développé énormément de techniques pour comprendre ça. Et puis l'autre quête qui serait au contraire la quête du général, la quête du collectif, la quête de retrouver un peu une sorte d'être humain total, de l'individuation, d'ailleurs de l'être non différencié. Et moi je crois que l'être humain oscille entre le processus d'hyper-différenciation et de refus de différenciation. Donc par conséquent, la conjonction serait le temps d'une réappropriation de tout ce qu'on a éliminé comme possible. Donc on a un retour vers une sorte de point originel où aucun choix n'aurait été, où tous les choix seraient encore possibles. Où on aurait ce que j'appelle le deuil du deuil, c'est-à-dire on aurait remis en question ce qu'on a éliminé pour retrouver une sorte de totalité.
Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, si on pouvait restaurer ce pôle conjonctionnel, ce pôle où on se retrouve à un moment donné, c'est une sorte de pôle de ralliement, c'est des moments où on essaierait de se... Comme je disais tout à l'heure, il y a des moments où on a envie de se retrouver, on veut sortir de son cloisonnement, on veut faire sauter les cloisonnements pour retrouver une sorte d'unité en opposition à la diversité. Et si vraiment l'astrologie aurait délaissé ce pôle d'unité, ce serait très grave. Pourquoi ce serait très grave? Parce que ça voudrait dire aussi que dans la consultation astrologique, ce point-là n'est pas mis en évidence. C'est-à-dire que dans la consultation astrologique, et dans la prévision astrologique en particulier, l'astrologue omettrait de signaler les moments où l'homme, ou l'être humain, ou son client est dans une phase non plus d'individualisation, etc., mais au contraire une quête inverse. Alors donc, il serait même en porte-à-faux avec son client. Imaginons que, par exemple, actuellement, parce qu'actuellement, enfin, moi je prêche pour mon église, là, mais actuellement, on est dans une phase de conjonction Saturne-Régulus, et donc les clients de l'astrologue, pour moi, n'ont pas la même demande que dans une autre phase. Parce qu'il y a des phases où les gens n'ont pas la même demande. Alors on peut, et ça n'est plus. Alors là aussi, il ne faut pas que l'astrologue dise, mais chaque individu est différent, ou chaque individu a des transits qui lui sont propres. Il faut aussi accepter l'idée qu'il y a des processus qui sont perçus collectivement et simultanément. Parce que si on refuse l'idée qu'il y a une prévision du simultané, une prévision où chaque individu, au même moment, est engagé dans la même quête, par-delà tout ce qui peut lui être particulier, bah, là aussi il y a un instrument qui manque. Donc pour dire tout à l'heure, je disais, le symptôme de la crise par rapport à la science, ça pourrait être ça pourrait renvoyer aussi à un grave manque au niveau même du service que l'astrologue rend à son client, c'est-à-dire qu'il ne rendrait pas à son client le service d'accueillir cette demande à un certain moment, qui est une demande de remettre en question, ce qu'on appelle, j'en parlais l'autre fois, d'anamnèse, c'est-à-dire on n'est plus là pour faire une croix sur le passé et affirmer ses choix comme des choix définitifs, mais au contraire, on remet en question les choix qui ont été faits. C'est-à-dire que ce qui a été oublié revient, c'est le principe de l'anamnèse, et par conséquent, la personne moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a des périodes où le client est en demande d'hyper-différenciation, il veut vraiment qu'on l'aide à faire des choix de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il devrait faire, de ce qu'il pourrait faire, etc. Et il a besoin d'atterrir en quelque sorte, d'atterrir dans le concret, et d'être là et pas ailleurs. Et puis d'autres moments, au contraire, il a envie de reprendre de la hauteur et de se retrouver comme un être humain à part entière, un être humain qui serait comme les autres êtres humains et qui oublierait ce qui pourrait le distinguer des autres êtres humains. Donc effectivement, c'est un peu l'astrologie humaniste, on peut encore savoir ce qu'on entend par l'astrologie humaniste, mais quelque part, l'être humain n'est pas simplement un obsédé de son individualité propre. On le sait très bien, si c'était le cas, on n'aurait pas d'élection à un certain moment, il n'y aurait pas de mouvement collectif, il n'y aurait pas de révolution, il n'y aurait pas on n'aurait pas une société aussi globale avec autant de comportements convergents, etc. Il n'y aurait pas d'Union européenne. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que l'Union européenne quand même, quelque part, c'est une volonté de dépasser un certain nombre de clivages. Hein. Donc, il y a des périodes où justement il y a une crise du processus de l'union et qui aboutit à des moments où on est obligé d'abandonner cette idée abandonner provisoirement, parce que tout est provisoire en astrologie, abandonner provisoirement le moment n'est plus à se retrouver ou à se joindre, il est plutôt à se disjoindre. Léon Barbeau l'a très bien dit dans son bouquin Les astres et l'histoire, puisque dans son indice cyclique, il oppose justement les phases de concentration et les phases de dispersion. Et ça, c'est quelque chose de très facile à comprendre. Et donc, moi, je dis que, en fin de compte, moi, j'ai l'habitude de dire que
je crois qu'il y avait quelqu'un, je crois que c'est un Anglais qui avait écrit The Astrological Moment. À quel moment l'astrologie est-elle la plus palpable, en quelque sorte? Est-ce que c'est au moment où l'individu se cherche en tant qu'individu? Parce que là, on pourrait dire, après tout, il y a le psychologue, il y a le psychanalyste. Je ne suis pas sûr que l'astrologue soit le seul à pouvoir satisfaire une demande de phénoménologie, d'étude de l'individu qui veut s'affirmer dans sa différence, dans son vécu propre, dans sa contingence, etc. Bon, c'est pas certain que ce soit réellement la finalité de l'astrologie. En revanche, moi je verrais la finalité de l'astrologie, même si ça c'est un pôle, je dirais, c'est un peu ce qu'appelle l'astrologie nocturne. C'est-à-dire quand le signal de rassemblement ne se fait plus entendre, à ce moment-là, la dispersion se fait. C'est-à-dire que cette différenciation, cette dispersion, cette individualisation ne serait même pas de l'ordre de l'astrologie, mais serait de l'ordre de l'absence d'astrologie. C'est comme c'est-à-dire que s'il y a un signal qui rassemble, quand ce signal se défait, eh bien, c'est normal que les champs se dispersent. Mais ce n'est pas là qu'il faudrait attendre l'astrologie dans cette étude de la dispersion dont on a dit tout à l'heure qu'elle était asymptotique. C'est-à-dire que bon, les champs se dispersent, se différencient, jusqu'où on ne peut pas suivre, jusqu'où ils peuvent aller. Par contre, est-ce que le moment astrologique ne serait pas le moment qui se produirait pas si souvent que ça, par exemple tous les 7 ans, par exemple, le moment où, tout d'un coup, comme ça, si on peut dire, on verrait une espèce, vous savez, comme l'image de fer comme ça qui revient vers l'aimant, on verrait comme ça des phénomènes de convergence tout à fait étonnants, comme ça, de clivages qui sont dépassés, de phénomènes de regroupement assez puissants, assez forts, comme ça, qui pourraient être étudiés statistiquement. Moi, je crois que la prévision astrologique est quand même l'élément central de l'astrologie. Je ne crois pas que l'étude du psychique du thème astral soit vraiment l'avenir de l'astrologie. Enfin, ça vous lâche que moi. Je pense qu'au contraire, l'astrologie, ça a souvent été le parent pauvre de la statistique, la prévision. Une prévision astrologique. Mais au contraire, moi je crois que l'astrologie ne peut pas être plus saisissante que... Alors, il ne s'agit pas d'annoncer, comme le ferait André Barbeau, tel événement majeur qui va tout d'un coup, etc. Non, il s'agit d'étudier au niveau de tropismes qui se situent aux échelles les plus diverses. C'est-à-dire aussi bien dans la vie de chaque personne à son échelle personnelle, mais de façon tellement massive, justement, c'est pour ça que à mon avis, on ne peut pas prononcer à la statistique, parce que justement, la statistique, c'est le quantitatif. Et c'est pas un grand événement. Parce que, voyez-vous, le grand reproche que je ferai à André Barbeau, voyez-vous, c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'astrologie, je crois que c'était Madame Wittmer qui m'en parlait ce matin, qui est spécialiste d'astrologie mondiale, je disais, qu'est-ce qui se serait, est-ce qu'il fallait absolument que les tours du World Trade Center fassent les dégâts que ça a fait pour que l'astrologie soit confirmée? Je lui dis, il aurait très bien pu se faire que les renseignements américains empêchent le phénomène. Bon. Donc, il y a des tas de choses comme ça. Est-ce que l'astrologie est à la merci un phénomène? Est-ce que par exemple Kennedy devait être absolument assassiné? Bon, c'est là. Est-ce que l'astrologie est à la merci de ce genre d'événements extrêmement spectaculaires, mais qui pourraient aussi bien ne pas avoir eu lieu? Alors c'est là qui est compliqué, parce qu'il a eu lieu. Donc ayant eu lieu, il a des effets considérables. Mais c'est pour ça que l'astrologie, elle n'est pas toute seule. Parce qu'il y a l'astrologie, il y a des phénomènes énormes qui ne sont pas... Parce qu'on peut dire que l'astrologie va rendre compte des choses les plus importantes. Et pas forcément. Les événements majeurs qui, je sais pas, moi j'étudie beaucoup la situation en Israël, parce que moi je viens de cette région. Je trouve ça assez stupéfiant ce qui se passe en Israël, parce que alors, les gens envoient des roquettes. Alors, on dit, cette roquette n'a pas fait de victime. Alors, il y a quelqu'un qui disait l'autre jour à la télévision israélienne, il disait, oui, ben, quand ça tombera sur un jardin d'enfants, on verra ce que ça se passera. Alors, on est compte. Donc, c'est le hasard.
Alors, les gens envoient des trucs. Quand ça tombe sur un terrain vague, c'est pas un problème. Quand ça tombe sur un enfant, c'est un problème. Est-ce que le problème, alors que les requêtes, c'est les mêmes requêtes. Donc c'est là, est-ce qu'on doit s'engager dans ce genre de terrain glissant où on doit spéculer pour savoir si telle entreprise va avoir ou non des effets ou pas d'effets, etc. On est quand même dans le contingent, là. Alors qu'en revanche, quand vous voyez des milliers ou des millions de personnes faire la même chose, avoir la même démarche au même moment, ça c'est beaucoup plus important, parce que ça ne dépend pas de tel... Alors imaginons que tous les astrologues notent, regardez, imaginons que tous les astrologues de GIC ou de France notent des changements dans la demande de leurs clients, des changements à l'échelle, donc soit de leur vie personnelle, soit de leur famille, soit de leur entreprise, etc. Et qu'on puisse noter qu'à un certain moment, sur par exemple une période de 30 ans, qu'à un certain moment, par exemple tous les 7 ans ou tous les 3 ans, etc., eh bien, il y a des variations qui se produisent, là, on pourrait faire un travail sérieusement. C'est-à-dire que je crois qu'effectivement, de ce côté-là, il y aurait une coopération entre les astrologues et les chercheurs, mais pas au sens où on le croit. C'est-à-dire que les astrologues, tout en répondant aux demandes de leurs clients, pourraient constater, par exemple, ils auraient une sorte de feuille comme ça, dirait, tiens, ben voilà, tel client, ben c'est-à-dire qu'il répondrait à des questions sur qu'on pourrait lui faire passer, qui serait plus ou moins anonyme. Votre client X, est-ce qu'il a plutôt ce genre de demande ou ce genre de demande, voyez-vous? Alors on finirait comme ça par avoir des dossiers absolument énormes et faire observer que, par exemple, à partir du mois de l'année 2007 jusqu'en 2008, eh bien, on constate un accroissement considérable d'un certain type de demande qui n'est plus celui qu'on avait observé dans les années précédentes. Là, je crois que c'est là qu'on pourrait effectivement faire un travail intéressant, voyez-vous. Et là, ça irait au-delà des demandes spécifiques. C'est-à-dire qu'on dirait, par exemple, voilà, actuellement, les gens par exemple, veulent... par exemple, j'ai défini un certain nombre de critères, par exemple, ont plus de déplacements. Bon, alors, moi j'aime bien, c'est des déplacements et du remplacement. Alors, déplacement, remplacement, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de mouvement comme ça, par exemple. Je demandais tout à l'heure à Madame Widmer, est-ce que c'est important que M. Poivre d'Arvor ait été remplacé par Madame Ferrari sur TF1? On me dit non, c'est pas important. Ben moi, je considère que c'est très grand marchand, parce qu'on a au moins un quart d'heure pour marcher. Donc, tout à l'heure, avec M. Vanès, on a fait l'interview dans la rue. Enfin, pas toute la... Non, on a mangé au restaurant, et puis après, on a marché, et on peut tout à fait discuter dans le métro, même, ou à la limite, en tout cas dans la rue. On a au moins 20 minutes à pied. Oui, tout à fait. Voilà, donc, bon, de toute façon, j'ai commencé l'entretien avec M. Mandel il y a longtemps, donc de ce côté-là... Mais, si vous voulez, donc la question que je posais, mais je ne veux pas accaparer, je ne suis pas en train de faire une conférence, mais c'est venu comme ça, la question que je posais, c'était effectivement, voilà, un plan de travail très concret, ce serait de faire circuler des questionnaires à des astrologues, en leur demandant s'ils perçoivent globalement un changement de tonalité dans la demande de leurs clients. Je crois que la démarche est certainement intéressante et à mon sens le résultat serait probant. Je pense que nous expérimentons tous dans notre activité qu'on a certains types de demandes qui surviennent à certaines périodes particulières, certains types de consultants qui viennent, qui s'agglomèrent entre guillemets dans des périodes. Je pense qu'on pourrait peut-être faire un projet commun à la FAB et au CBSIA, élaborer avec mon aide un questionnaire avec 4 questions majeures qui seraient comme ça rapidement remplies après chaque consultation en disant voilà, et puis de toute façon comme ce serait toujours le même questionnaire, l'astrologue il aurait fini finalement, il le ferait quand même de manière assez routinière, et puis il les enverrait, ils seraient collectés, et puis là on pourrait, mais en mettant l'accent sur un seul, sur un nombre très très limité de questions, c'est-à-dire, j'appelle cette polarité, c'est-à-dire effectivement, est-ce que la personne est en demande veut mieux savoir ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas,
veut renoncer, enfin ce que j'appelle une démarche un peu de renonciant. Bon, elle a le sentiment qu'elle fait trop de choses et que faut qu'elle limite un peu son champ de travail, son champ, qu'elle se focalise davantage, peut-être au niveau du recherche du partenaire par exemple. Par exemple, il y a des phases qui sont beaucoup plus propices, notamment chez les hommes, à la recherche d'un partenaire. On veut se poser, on veut faire son choix. Cette espèce d'obsession de faire le choix sur toute sorte. Parce que le choix, c'est pas seulement choisir, c'est choisir ce qui on est aussi. Donc, quelqu'un qui veut savoir qui il est, ouais. Donc il y a toute une donc ça c'est le client un peu, je dirais, standard. Généralement, quand on parle du client de l'astrologue, on pense à ce client-là. Qui je suis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Qu'est-ce que je dois penser de moi, etc. Bon, et ça c'est le cas numéro 1. Et à mon avis, c'est pas le plus intéressant, mais c'est intéressant de montrer à quel moment il se produit. Et le cas numéro 2, qui est plus, à mon avis, qui est plus astrologique, je dirais, paradoxalement, je sais qu'effectivement ça peut prendre le contre-pied, qui est dire tout d'un coup, est-ce que la personne n'est pas au contraire en train de demander, est-ce que je peux pas me libérer de certaines situations, d'un certain nombre de choix que j'ai faits, est-ce que je peux pas renouer ou reprendre contact avec des choses que j'avais laissé abandonner, est-ce que je peux pas aller voir ailleurs un peu ce qui se passe, ou me déplacer davantage, une espèce de mouvement comme ça, de volonté d'ouvrir son champ, et bien en écoutant comme ça le client, l'astrologue pourrait même avoir ce questionnaire un petit peu dans la tête, et tiens, ça me rappelle quelque chose, et puis ce qui serait intéressant surtout, c'est qu'il voit que ça se répète, qu'il voit que derrière la demande, c'est quand même des demandes un peu contradictoires, vous comprenez, donc on doit quand même, c'est pas la même chose, il faudrait déjà apprendre, on pourrait faire un séminaire préparatoire, où on dit, voilà, apprenons déjà à distinguer les deux options. Est-ce que le client est dans une sorte de phase où il veut absolument choisir et puis éliminer, et puis focaliser, en disant, ah voilà, ça y est, maintenant j'hésite plus entre ça et ça, je laisse tomber ça, etc. Ou est-ce qu'au contraire, la personne veut multiplier les possibilités, multiplier les contacts, sans, presque de façon, en voulant presque éviter toute forme d'enfermement, voyez-vous, enfermement psychique, ou enfermement, ce qui peut vouloir dire aussi se sentir à l'étroit dans une certaine situation, sans vouloir préciser, aussi bien professionnellement, ou qu'on dit, oh oui, bah, voilà, je fais ça depuis des années, bon, j'étouffe, etc. Ce sentiment d'étouffement, d'être dans l'étroit, pourrait être, donc c'est, moi je sais pas du tout, je veux dire, j'avais pas tout à fait ce projet en arrivant ici, mais en vous écoutant, ça me vient à l'esprit. Moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup les rencontres, parce que ça, il y a des clics comme ça qui se font. On pourrait imaginer comme cela, et alors là, ça pourrait donner au Cébésia une raison d'être supplémentaire, mais assez originale, c'est-à-dire de dire, non, il n'y a pas de rupture entre la recherche scientifique et l'activité des astrologues. Au contraire, si ces astrologues professionnels qui sont directement en phase avec le monde, avec la société, avec les gens, ces gens-là sont dans des termes d'observateurs privilégiés, et ils peuvent constituer des dossiers imaginez qu'on puisse... alors maintenant, rétrospectivement, ça devient difficile, parce que requalifier les dossiers qu'on a eus il y a 10 ans, 20 ans, bon, parce qu'on ne fait pas attention à ça, forcément. Mais maintenant, par exemple, sur une période de 7 ans à venir, parce que un plan septennal, puisque finalement, c'est sur 7 ans qu'il y a cette espèce de mouvement comme ça, de courbe de Gauss, comme ça, on pourrait y faire un dossier, et là, si véritablement il y a des tendances statistiques dominantes, surtout, ce qui est intéressant, c'est de montrer à quel moment il y a des revirements. À quel moment il y a une espèce de courbe ascendante dans une certaine direction. Il y a la courbe ascendante, je veux me libérer, je veux m'ouvrir, je veux multiplier les contacts, je veux renouer avec des choses que j'avais abandonnées, etc. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que cette espèce de tonus, de dynamique comme ça, d'ouverture, à un moment donné, elle a du plomb dans l'aile, et hop, ça redescend, ah non, maintenant, oh là là, j'en ai assez... alors dites-moi qui je suis vraiment. J'ai tellement fait l'effort pour me déstructurer, pour m'ouvrir, que maintenant j'ai vraiment envie de... Alors le thème astral, oui, le thème astral, oui, très bien. Le thème astral va me permettre de me centrer, etc. Bon, et puis c'est tout simplement ce qu'on appelle en astrologie aussi les problématiques de dépassement. D'un coup les gens vous disent, ah mais le thème astral, il faut le dépasser, voyez-vous. Et d'autres moments, au contraire, il faut l'investir. C'est-à-dire,
il y a une rhétorique comme ça qui est intéressante. Donc on pourrait mettre sur pied un programme comme ça de travail. Je pense que les astrologues, finalement, il faut qu'ils prennent leur destin à eux-mêmes. C'est à eux d'apporter la preuve de la valeur de leur travail, à condition, et je conclurai là-dessus, à condition de réhabiliter l'autre pôle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un point aveugle dans la pratique astrologique actuelle. Il y a un point aveugle qui est le point aveugle, c'est-à-dire que ne pas reconnaître qu'à un certain moment, les gens, ils en ont marre du thème astral. Enfin, j'exagère. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas leur problème de s'enfermer dans un truc, vous êtes ceci, vous n'êtes pas ceci, etc. Bon. Donc c'est normal que ce point aveugle, il soit mal vécu, puisque justement, quelque part, le fonds de commerce de l'astrologue, c'est le thème astral. Mais il faut, paradoxalement, en mettant trop l'accent sur ce fonds de commerce du thème astral, et l'astrologie est dans une position suicidaire, parce que justement, peut-être que sa vocation, c'est justement le contraire. C'est ça qui est dramatique, c'est presque un des cornéliens, comme on dit dans les classes ou racinien, je ne sais plus très bien comment on dit ça à l'école. C'était un choix contradictoire, parce qu'en fin de compte, c'est comme si on demandait à l'astrologue de couper l'arbre, la branche sur laquelle il est perché. Enfin, il le perçoit comme ça. C'est-à-dire qu'il risquerait de le percevoir en disant, comment ça, vous voulez que j'encourage mon client à ne plus s'intéresser à l'astrologie? Parce que si le client imagine, et c'est là, vous disiez tout à l'heure qu'on est tributaire du transfert et de l'attente du client, si le client imagine que l'astrologue, il est là avant tout pour gérer cette demande d'individualisation extrême, il est clair que quand il est dans une période où il veut au contraire se dépasser et s'ouvrir, il va peut-être même pas aller voir l'astrologue, enfin, je veux dire, ou alors c'est ça le problème. Donc il y a aussi un problème, c'est que il faut que c'est une sorte de psychanalyse de l'astrologie, c'est-à-dire qu'il faudrait reconnaître qu'à un moment donné, nous avons vocation, au contraire, parfois, effectivement, à accompagner notre client dans une perspective d'accomplissement individuel hyper ciblé, et parfois, au contraire, il faut que nous l'accompagnions dans un processus inversé, une sorte de breaking, c'est-à-dire qu'il faut au contraire accepter que le client, et à mon avis, mon sentiment, c'est que c'est à ces moments-là où le client veut dépasser son petit moi qu'on est dans l'astrologie. C'est ça le paradoxe. C'est que ce serait à ce moment-là, justement, que l'astrologie pourrait dire, regardez comme c'est extraordinaire, ce dépassement aussi bien au niveau des États, des entreprises, des individus, tout d'un coup, la personne ne veut plus... va multiplier, va s'ouvrir, etc. Elle veut plus qu'on l'enferme dans une idée trop limitée de ce qu'elle est, etc. Et c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on toucherait au phénomène astrologique à proprement parler. C'est-à-dire que ça, c'est autant la voie inverse va un peu sur les plates-bandes de la psychanalyse, de la psychologie, de la psychothérapie. En revanche, la voie qui consiste à aller vers qui est une voie presque philosophique, en fin de compte, c'est-à-dire une voie de retour au soi, de retour à une sorte d'individuation, c'est-à-dire de sentiment de plénitude du moi aussi ouvert que possible. Cette voie-là, elle a été plus ou moins abandonnée par l'astrologie, qui l'aurait laissée aux religions, aux méditations, à l'hindouisme. Et à mon avis, il faudrait qu'elle réinvestisse cette voie. De même que il faudrait qu'elle réinvestisse aussi la voie du monothéisme. C'est-à-dire, là aussi il y a un divorce, parce que l'astrologie est a priori comme ça polythéiste. En réalité, c'est pas tout à fait exact, parce que justement ce polythéisme, il est en dialectique avec le pôle du monothéisme. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? C'est justement le refus du polythéisme, le refus de la diversité. Donc, en privilégiant le monothéisme, et bien là, on raccorde effectivement l'astrologie à ce qu'on disait, à notre civilisation judéo-chrétienne, justement. Et l'astrologie n'est pas fâchée avec le monothéisme, au contraire, c'est peut-être dans le monothéisme, c'est-à-dire dans cette idée d'un cycle. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? C'est le dépassement des différences, la recherche d'un pôle central qui va aspirer, qui va vider les différences de leur réalité pour arriver à une sorte de pôle unique. Donc à un moment donné, on est dans une sorte de tropisme, de recherche d'unicité, de Dieu unique, de candidat unique, d'élection, une sorte comme si le métier voulait fonctionner comme un seul homme, voyez-vous. Voilà. Donc, excusez-moi d'avoir pris un peu la parole dans cette affaire, mais ça m'a suscité. Les questions de M. Panicci m'ont un petit peu défié
Et je me suis dit, je les vois en plein poser des tas de questions sur la crise identitaire des astrologues. Alors finalement, Je me demande de la responsabilité que tu as. Je ne pense pas vraiment te dire à quel point. et voilà, donc on va continuer. Bien, voilà, Voilà. je vous laisse continuer parce que j'ai mon rendez-vous. Merci de nous avoir reçus, Monsieur Mandel. Donc effectivement, Merci à vous. effectivement, moi je ne suis pas tout à fait un nouveau venu comme vous. J'ai un lourd passif, ou un très lourd passé derrière moi. Depuis, ça fait 40 ans que je fréquente là les associations astrologiques quand même. Parce que j'ai commencé à fréquenter le CIA dans les années 67, voyez-vous. Donc c'est là que donc je veux dire, je parle même pas de mon rapport à l'astrologie, mais même au niveau des associations. De toute façon, mon rapport à l'astrologie, curieusement, il a coïncidé à peu près au moment où j'ai fréquenté les associations astrologiques, à très peu de temps près. Il y a des gens qui disent parfois, ça fait 10 ans que je fais de l'astrologie, maintenant je vais vers les associations. Moi, je me suis trouvé immergé dans les associations astrologiques presque au même moment, à quelques mois près, au même moment où je commençais l'astrologie. Voilà, et donc merci. Alors tout ça normalement devrait passer sur la nouvelle chaîne Téléprovidence dans le courant, dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Eh bien, c'est avec plaisir.